Donc on va changer totalement d'univers, puisque en fait, ce que je vais essayer, c'est de vous initier, de partager avec vous le fruit d'une compréhension, je dirais, de la façon de penser des gens d'avant, c'est-à-dire avant nous, les civilisations qui ont vécu avant la nôtre. Il y a des éléments de leur façon de penser qu'on peut découvrir en étudiant notamment la façon dont ils ont implanté leurs monuments, la géométrie qu'ils ont employée. Et vous allez découvrir avec moi, sur une petite heure, que ce sont les mêmes principes qui ont été employés partout dans le monde, à toutes les époques. Et vous allez voir que ce sont des principes qui ne pouvaient pas avoir été employés, je dirais, sans qu'il y ait eu une relation entre ces gens-là. Et donc ça va être quelque chose qui, si vous ne connaissez pas, qui peut être très nouveau et très interpellant. Alors, on va démarrer. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était de découvrir jour après jour, en fait, au fil de ces quelques années, de comprendre que la façon de penser ancienne, il y a une sorte de très ancien langage qui a un avantage par rapport à la science moderne, c'est qu'il est très accessible, puisqu'il repose sur des principes simples qui sont de la géométrie et des mathématiques, et ça repose sur des nombres, et ce sont des choses qui sont facilement vérifiables par tous, alors que nous, on n'est pas en mesure de vérifier certaines choses dans certains domaines scientifiques. Moi, je n'ai pas les compétences ni les outils pour aller vérifier mon patrimoine génétique, par exemple. Lorsqu'on rentre dans des aspects scientifiques très poussés, on n'a pas les moyens, nous, citoyens lambda, on n'a pas les outils, et parfois on n'a pas les connaissances. Alors qu'ici, ce que vous allez voir, ce sont des connaissances simples qui sont exécutées sur toute la planète avec une très grande précision. Alors, une question qu'on se pose souvent, et auquel on pense avoir répondu, c'est comment les anciens positionnaient leur espace sacré. Alors, espace sacré, ça veut dire des temples, ça veut dire des pyramides, ça peut vouloir dire des mégalithes. Ce sont les espaces anciens, les vestiges qui nous restent. Est-ce qu'ils les ont positionnés comme ça, de manière aléatoire dans le décor, dans le paysage? Donc là, j'ai mis en photo, par exemple, c'est l'église romane de Saint-Nectaire, qui n'est pas très loin d'ici. Alors, on a coutume de dire que les lieux, que ces monuments, les anciens, les disposaient en fonction de l'astronomie, et notamment du soleil levant. Mais pas seulement. Vous allez voir que ce n'est pas seulement en fonction du soleil levant qu'on positionne les éléments. Donc une petite photo sympathique. Alors ça, c'est en Auvergne également, c'est le pic de Brionnais, pour ceux qui connaissent. Donc une petite chapelle qui a été disposée en haut d'une montagne. Alors elle est très curieuse celle-ci parce que si on observe bien, elle n'a pas été positionnée au centre, elle est positionnée à l'extrémité du plateau et on l'a même reculée vraiment à la limite de s'effondrer dans le vide. Alors c'est assez curieux. Il se trouve que cette petite chapelle, en fait, si on monte à cet endroit-là et qu'on regarde le paysage, on voit le Puy de Sancy par exemple. Et le Puy de Sancy, c'est la plus haute montagne du Massif central. Et il se trouve que si je traçais une ligne entre la chapelle qu'on a ici et le Puy de Sancy, on aurait exactement un axe est-ouest, c'est-à-dire qu'on marquerait exactement l'axe est-ouest, celui des équinoxes. Et c'est parce que la chapelle est décalée sensiblement sur le côté du sommet de la montagne qu'on peut avoir cet axe qui est exact. Si on avait positionné la chapelle au centre, on n'aurait pas un axe exact. Donc il y a eu un souci d'exactitude pour positionner cette chapelle en fonction de la plus haute montagne du Massif central, qui est le Puy de Sancy, à environ 19 km à l'horizon. Donc jusque-là, c'est quelque chose de tout à fait logique. On se dit oui, c'est vrai, les anciens positionnaient en fonction de l'astronomie. Je vous montre également une autre façon de voir les choses avec un schéma. Donc voilà un schéma qui montre l'horizon. Et on trace l'axe est de l'est, du soleil levant. Et puis le soleil, il ne se lève pas toujours à l'est en réalité. En réalité, le soleil, si on regarde le soleil se lever tous les matins, il va y avoir une sorte d'oscillation. Au cours de la saison, entre le solstice d'été et le solstice d'hiver, on va observer que le soleil, de jour en jour, va se décaler, puis repartir dans l'autre sens. Et du coup, ça va nous donner donc les deux dates des solstices, et nous allons avoir la possibilité d'orienter les monuments dans toute cette gamme-là, c'est-à-dire l'orienter sur les solstices, sur l'équinoxe, ou sur l'autre solstice. Jusque-là, ça a l'air relativement simple. C'est effectivement quelque chose qu'on accepte facilement pour la plupart des historiens, les archéologues.
il est évident qu'on dispose les monuments en fonction du Soleil. Toutefois, il y a un aspect qui quand même a échappé un petit peu à la plupart des observateurs, alors que je ne suis pas à l'origine de la découverte, je me suis simplement formé auprès de gens qui travaillent dessus depuis un petit moment et qui, depuis une dizaine d'années, ont commencé à comprendre ce qu'on appelle les principes de la première architecture monumentale. Alors on va prendre un exemple, on va voyager un petit peu. Voilà, alors peut-être que certains connaissent le temple de Karnak en Égypte. Alors cette photo, elle est prise au moment du solstice. C'est un immense temple. Et en fait, ce temple, il y a un immense couloir au centre. Et donc, en fait, le temple est traversé par un immense couloir. Et le solstice, en fait, au moment du solstice, le soleil vient marquer cet axe-là. Par contre, on va regarder maintenant une vue aérienne, une vue du ciel. Donc là, on voit ce même temple vu du ciel. Et j'ai tracé avec l'outil Google Earth, en fait, une ligne qui longe le temple. C'est la ligne jaune qu'on aperçoit donc, sur l'écran. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas orienté est-ouest, on est bien sur le solstice, donc c'est ce que je vous ai montré sur le schéma précédent. On est décalé par rapport à l'est. Toutefois, c'est intéressant de regarder comment on est décalé. Parce que si on traçait un double carré, c'est-à-dire deux carrés côte à côte, on s'aperçoit que le temple de Karnak, il est positionné, il est orienté sur la diagonale de deux carrés côte à côte. Et ces carrés, eux, ils sont exactement posés sur les axes cardinaux. Donc ça, c'est une curiosité géométrique qui échappe beaucoup à l'observateur, parce que du coup, on commence à comprendre qu'il y a un aspect géométrique dans l'orientation. On n'est pas seulement sur un aspect astronomique. Donc on va faire un petit tour du monde et on va aller voir un peu à toutes les époques et un peu sur toute la Terre comment ils ont fait leur organisation. Donc du coup, si je reprends mon schéma tout à l'heure, ça fait une petite modification. Puisqu'on s'aperçoit certes qu'on oriente sur les axes cardinaux, sur le solstice, mais il semblerait qu'il y ait une préoccupation également d'orienter les monuments suivant un principe géométrique. Donc ici, j'ai pris un principe géométrique qui est très récurrent, qui est d'orienter sur la diagonale d'un double carré. Alors il faut savoir qu'en fait, l'angle qui s'est affiché ici, 26 degrés 56, va dépendre de l'endroit où on se trouve sur Terre. Plus on va descendre vers l'équateur, plus l'axe solsticial va être étroit. Plus on va monter vers les pôles, plus on va avoir un axe qui va s'ouvrir. C'est pour ça que lorsqu'on va en Islande, par exemple, en été, on peut avoir le soleil qui reste quasiment à l'horizon au niveau du cercle polaire. Et en hiver, on aura l'inverse, on peut ne pas voir du tout le soleil lorsqu'on est au nord de l'Islande, par exemple. Donc on va démarrer un petit tour du monde, on va se rendre sur des sites anciens comme Stonehenge en Angleterre. Alors, c'est un cercle de pierre. Toutefois, on ne fait pas attention, ce cercle de pierre, il y a 4 stations stone autour, 4 pierres qui sont positionnées, 2 qui sont visibles, et les 2 autres, on ne les voit pas, parce qu'en fait, elles ne sont plus en place, mais les archéologues qui ont fouillé ont découvert, en faisant des fouilles, qu'il y avait les emplacements des autres pierres. Donc il y en avait 4. Et ces 2 pierres, c'est très intéressant de regarder comment elles sont positionnées également. Comme le temple de Karnak, elles marquent la diagonale d'un double carré, positionné sur les axes cardinaux. C'est une curiosité de plus. Voyons un autre dolmen dans un autre endroit du monde. Alors là, ici, on est au Japon. Alors le Japon, oui, c'est surprenant, il y a des menhirs et dolmens. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, mais il y en a en très grand nombre. Alors officiellement, les historiens considèrent que ce sont des choses tardives qui n'ont aucun rapport avec les mégalithes qu'on retrouverait en Europe, par exemple. Pourtant, celui-ci, c'est le plus gros dolmen du Japon. Il est énorme, il fait 22 mètres de long. Et c'est un monument majeur, en fait, au Japon. Il y en a énormément d'autres, mais j'ai pris celui-ci. C'est le premier que j'ai trouvé en faisant une recherche. Et quand je regarde son orientation, j'observe la même chose. Il est orienté sur la diagonale d'un double carré, mais cette fois-ci orienté nord-sud. Alors que tout à l'heure, c'était 2 carrés orientés est-ouest. Voilà, une autre curiosité avec les mégalithes. On va continuer un peu le voyage. On va revenir en Europe, un endroit où j'ai pu me rendre. Donc on va se rendre en Corse du Sud, où il y a un site mégalithique majeur en Corse du Sud. C'est le principal site où il y a des mégalithes en Corse, donc ça s'appelle le site de Coria. Et à cet endroit-là, il y a notamment ce qu'on appelle des statues menhirs. Ce sont des menhirs dressés en ligne, avec des gravures dessus, donc c'est très rare, il y a très peu de menhirs avec des gravures.
Et là, ces menhirs en fait sont orientés nord-sud. Dans les environs, à quelques centaines de mètres, se trouve un dolmen qu'on va découvrir ici. Voilà, je vous montre en photo. Et puis, on va regarder maintenant comment sont positionnés cette file de menhirs et ce dolmen. Donc sur cette image, en fait, c'est une image tirée d'un petit livre que j'ai édité. Vous avez dans le coin en bas, à gauche, le dolmen, et dans le coin en haut à droite, vous avez la file de menhirs qui descend nord-sud. Et en fait, ici, on a un système de triple carré, 3 carrés côte à côte qui viennent organiser l'espace. La curiosité supplémentaire, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails aujourd'hui, mais c'est que ces 3 carrés, ils mesurent chacun 100 mètres. Donc ça, c'est une curiosité qui n'est pas banale, parce que le mètre, ce n'est pas une unité ancienne normalement. C'est une unité de mesure qui normalement remonte à peu près à la Révolution française et qui aurait été déterminée en connaissant la taille de la Terre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ce soir, mais je vous montrerai à la fin, on terminera, je vous montrerai que les anciens connaissaient la taille de la Terre. Continuons avec les sites mégalithiques majeurs dans le monde. Peut-être connaissez-vous la Bretagne avec les fameux alignements de Carnac. En Bretagne, la première chose qui a été érigée, c'est le tumulus Saint-Michel. C'est un immense tumulus qui fait environ 120 mètres de long par 60 mètres de large. Et sur ce tumulus, aujourd'hui, on a construit une petite chapelle, mais il y a dessous une chambre, comme un dolmen, et on rentre sur le côté pour rentrer dans ce monument. Donc c'est un monument majeur, hein, il fait une quinzaine de mètres de haut, et c'est, d'après les archéologues, un des premiers monuments qui a été construit là-bas, dans la région de Carnac en Bretagne. Il y a environ 7500 à... non, qu'est-ce que je dis? C'est environ en moins 4500, donc on a 6500 ans, à 7000 ans à peu près pour ce monument-là. Or, ce monument-là est aussi orienté sur la diagonale d'un triple carré. Juste à côté de ces alignements, on va découvrir, si vous connaissez peut-être, les alignements de Carnac. Ce sont des grandes files de menhirs qui se prolongent sur plusieurs kilomètres. Alors, il y a plusieurs systèmes, hein, il y a au moins 4 systèmes d'alignement connus, même 5, je vous dis une bêtise. Le plus connu, c'est celui de Carnac. Donc là, vous avez une vue aérienne. En fait, on distingue en fait, ces fils de menhirs qui partent comme ça sur plusieurs kilomètres. Et là encore, on observe en fait, si on suit les fils de menhirs, qu'elles suivent la diagonale d'un triple carré. Et ce qui est intéressant, je ne l'ai pas montré ici, mais cette file-là, en fait, à un moment, elle s'arrête, ces fils-là s'arrêtent, et quelques centaines de mètres plus tard, repartent sur une autre file. Et en réalité, si on prolongeait ces diagonales triple carré, on irait rejoindre le départ de chacune des autres files. Donc ce sont des éléments de géométrie qui n'ont pas été saisis, je dirais officiellement, dans les livres d'histoire, parce que c'est quelque chose qui moi m'a passionné, justement parce que, en me penchant sur ces questions, et avec des auteurs qui m'ont précédé, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui nous avait complètement échappé dans la façon d'organiser l'espace. Et en essayant de comprendre comment ils ont fait, on arrive un petit peu à percevoir, à comprendre comment ces gens-là ont pu penser, comment ils ont pu dépenser autant d'énergie pour ériger des milliers de pierres avec des moyens normalement très simples, puisqu'on leur accorde peu de moyens. Et on voit que ce sont des principes qui s'appliquent partout dans le monde. Et on va continuer un petit peu le voyage, donc on va quitter la Bretagne. On va aller voir quelque chose qui est une curiosité. C'est au Kazakhstan. En 2007, on a découvert des sortes de glyphes, des géoglyphes sur le sol, qui ont été découverts en fait par une personne qui était passionnée par Google Earth et qui a fait mention de ses travaux. Et la NASA est allée faire des photos de ça. Ça a été étudié et c'est très curieux aussi parce que ces géoglyphes, c'est un rectangle en fait, avec des petits points qu'on distingue sur le sol. Alors on ne sait pas ce qu'il y avait avant à l'emplacement de ces points-là. Et ça a été estimé à 8000 ans par les gens qui ont fait des prélèvements sur ces sites-là. Et en fait, on s'aperçoit que ce rectangle, les diagonales du rectangle, en fait, déterminent 2 triples carrés, un est-ouest, un nord-sud. C'est une curiosité vraiment surprenante. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est quelque chose qui est peu connu. Allons faire maintenant un tour un peu moins loin. On va aller au Liban. Alors, au Liban, il y a, peut-être connaissez-vous, le temple de Baalbek, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a plusieurs temples qui restent au Liban.
Et à Baalbek, c'est réputé notamment pour l'existence d'énormes pierres qui pèsent environ 900 tonnes. Et donc, bien sûr, tout le monde s'interroge sur quels moyens, comment est-ce que ces gens ont pu déplacer et redresser, et soulever des pierres de 900 tonnes pour les positionner sur les fondations du temple de Jupiter. Donc c'est un des mystères où effectivement beaucoup d'encre coule à propos de ce temple. Alors la photo que vous avez là, c'est pas le temple de Jupiter, c'est un temple qui est juste à côté, qui se trouve à quelques centaines de mètres, et où il reste les colonnes qui sont debout et donc visibles vues du ciel. Et là encore, quand on suit l'orientation de ces colonnes, on découvre que le temple est orienté, comme le dolmen du Japon, sur la diagonale d'un double carré. Juste à côté, le temple de Jupiter dont je vous ai parlé, donc c'est sur ce temple-là qu'on trouve des fondations avec des pierres qui font jusqu'à 900 tonnes. Ce temple-là, c'est pareil, il a une orientation particulière, elle a l'air tout à fait aléatoire quand on regarde juste avec l'œil, mais si on regarde avec un peu de géométrie, le temple est orienté sur la diagonale de 4 carrés positionnés sur les axes cardinaux. Ça commence à faire pas mal de carrés, mais évidemment, vous voyez, ce qui est pertinent, c'est que ce sont des principes simples. On n'utilise pas des systèmes de 24 carrés par 48, on reste sur des choses simples. Et alors ce principe du quadruple carré, il y a un autre endroit où il est présent, c'est en Égypte. Alors les grandes pyramides d'Égypte que vous connaissez sûrement tous, c'est des pyramides à base carrée. La chambre haute de cette grande pyramide de Khéops, par exemple, elle a une géométrie simple. Au sol, c'est un double carré, la chambre haute, qui se trouve à l'intérieur de la grande pyramide. On pourrait parler également de l'orientation des couloirs qui permettent de monter jusqu'à cette chambre, qui sont également orientés sur le même angle que la diagonale d'un double carré. Mais où se trouvent les 4 carrés ici? Ils se trouvent tout simplement marqués au sol, sur la chaussée processionnaire qui part du temple de la vallée, où il y a le sphinx. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, ici. Donc ici, il y a une grande chaussée processionnaire qui part du temple de la vallée et qui monte jusqu'au temple qui se trouve devant la grande pyramide de Képhren. Et bien ça, c'est orienté sur la diagonale d'un quadruple carré. Il y a une chaussée identique devant la pyramide de Khéops, mais qui a pratiquement disparu, il n'y a que le début qui existe encore. Le reste a disparu, mais le début de la chaussée, en fait, nous indique exactement la même chose. C'est-à-dire que ces deux chaussées ont été orientées sur cette figure géométrique-là. Alors, quadruple carré, on va aller beaucoup moins loin maintenant, puisqu'on on va en voir un tout près d'ici, en Auvergne, où moi j'ai travaillé beaucoup parce que je suis sur place. Je me suis intéressé à quelque chose de particulier, je me suis intéressé aux mégalithes dans la région, donc les menhirs et dolmens, et j'ai constaté qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est que beaucoup d'églises, beaucoup de chapelles ont été reconstruites à une époque sur d'anciens sites mégalithiques. C'est quelque chose que les archéologues et historiens acceptent volontiers, parce qu'ils savent que à l'époque où il y a eu un changement de culture, eh bien, on a reconstruit à l'emplacement d'un ancien lieu sacré pour les gens, d'une culture avant, ce qu'on appelle la culture païenne. Et vous connaissez donc l'église qu'on a vue tout à l'heure, l'église de Saint-Nectaire, qui est une église romane. Il y en a une autre pas très loin, qui est d'un style très proche, c'est celle d'Issoire. Et entre les deux, en fait, entre l'église romane de Saint-Nectaire et celle d'Issoire, on a aussi un grand quadruple carré, qui fait, par contre, un peu plus de 20 km. Je ne vais pas rentrer dans les mesures aujourd'hui, mais je vous donne quand même une information, c'est que du coup, ce quadruple carré mesure 66 000 pieds anglais. Alors le pied anglais, c'est pareil, c'est une mesure, on ne sait pas d'où ça vient. À l'origine, officiellement, pour les historiens, c'est une mesure de l'an 1000. En réalité, on l'observe sur les systèmes mégalithiques, mais également en Égypte. C'est une mesure qui est bien plus ancienne que ce qu'on pense également. Et ce qui est amusant aussi, c'est que si vous connaissez Issoire et son abbatiale, quand on se promène dans les environs, on aperçoit aussi une petite colline qui s'appelle le puits de c'est Husson, sur laquelle se trouve une grosse statue d'une vierge qui se trouve en haut de Husson. Et en fait, si je prolongeais cette ligne-là entre les deux églises, elle viendrait exactement en fait se terminer, ou se prolonger, j'en sais rien, mais elle vient exactement se terminer sur la statue de la Vierge à Husson. Donc, je vous montre une photo de cette colline qu'on voit en fait quand on arrive à Issoire, quand on arrive depuis Champais par exemple. Et bien on aperçoit l'abbatiale et on aperçoit au loin cette colline qu'on aperçoit où se trouve la Vierge de Husson.
Donc voilà, on trouve aussi des principes de cette géométrie près de nous. On n'a pas besoin d'aller très très loin en réalité dans le monde. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on la trouve là où, sur des monuments très anciens généralement. Et ici, bon, c'est une hypothèse, il faudrait faire des fouilles très poussées, mais je pense que ces monuments étaient d'anciens sites mégalithiques. Pour l'église de Saint-Nectaire, il y a eu des fouilles qui ont été faites et qui ont constaté qu'il y avait effectivement sous les fondations de l'église quelque chose d'avant. Il y avait un lieu sacré avant. Malheureusement, ça a été quasiment détruit. Et donc, on est incapable de dire exactement ce que c'était. Alors, on va repartir en Égypte. Et donc on est toujours dans la région de Karnak. Dans la région de Karnak, dans le sud de l'Égypte, vers Luxor, il y a beaucoup de temples égyptiens. Il y en a un très grand nombre. Et il y en a un qui est intéressant, par exemple, ça va introduire une nouvelle figure géométrique qui est l'orientation de ce temple à Luxor. Lui, celui-ci, il est orienté sur la diagonale, ce qu'on appelle d'un triangle de Pythagore. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis un rectangle qui vaut 3 sur le petit côté et 4 sur le grand côté. Et en fait, ça veut dire que la diagonale, elle vaut 5. C'est-à-dire que c'est le premier triangle de Pythagore en nombre entier. Si vous vous rappelez de Pythagore, c'est quelque chose qui remonte au collège, mais si j'ai un côté qui vaut 3, un côté qui vaut 4, et que j'ai un triangle rectangle, 3 au carré plus 4 au carré, ça va nous faire 25. Racine de 25, ça nous fait 5. Donc on a exactement 5 unités sur la diagonale. Et ce triangle 3, 4, 5, c'est un principe très important, notamment si on veut faire un angle droit, puisque on sait depuis très longtemps que les artisans médiévaux, et sûrement avant, on utilisait une corde à 12 nœuds qu'on reliait avec 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, pour faire un angle droit. Donc c'est un outil, le triangle 3, 4, 5 est un outil aussi employé par les artisans depuis très longtemps. Et la pyramide de Képhren, par exemple, son profil, c'est exactement le profil de deux triangles 3, 4, 5 mis dos à dos, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est redondant également en Égypte. Alors je vous le montre en géométrie, si on fait un petit schéma, parce que c'est un principe qui est très important et qui est même, je pense, une des raisons qui fait qu'on choisit de construire un site majeur à un endroit donné. Parce que ce que vous comprenez à mesure que j'ai fait ce voyage, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on a décidé de construire à un endroit donné un monument majeur, parce que justement, à cet endroit-là, le soleil va dessiner une géométrie naturelle. Donc là, je vous dessine un exemple. On a en fait ici, sur ce schéma, on se trouverait à un endroit sur Terre, il y a une latitude qui correspond, où le soleil au solstice va former cet angle-là. Et cette latitude, c'est exactement celle de Karnak, où il y a donc la plus grosse concentration au monde de mégalithes. Et là-bas, on y trouve également un tas d'éléments qui confortent cette hypothèse, et notamment en voici un. L'alignement de Sainte-Barbe, c'est un alignement mégalithique de menhir, qui est marqué au début, à la fin du moins par 2 dolmens, un couloir. Donc ça, c'est la fin des alignements. Et au tout début des alignements, il y a 2 énormes menhirs qui marquent le début des alignements. Et en fait, si on rejoint ces 2 énormes pierres à ces 2 dolmens, on obtient exactement l'axe du solstice qui se dessine avec cette géométrie de 3 par 4. Ici, le côté 3 vaut 3000 pieds anglais, le côté 4, 4000 pieds anglais, et le côté 5, 5000 pieds anglais. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais les mesures anciennes, en fait, c'est un peu comme si nos mesures qu'on utilise aujourd'hui, en fait, existent depuis très longtemps. C'est quelque chose de très curieux et qu'on ne peut pas développer comme ça. Je reste sur des choses plutôt visuelles pour vous montrer aujourd'hui, parce que je pense que si la matinée commence à se faire longue. Et donc voilà quelque chose d'important, et c'est sûrement une des raisons qui fait qu'on a décidé, en tout cas c'est l'hypothèse qui a avancé, et moi je partage cette hypothèse, qu'on a choisi de construire dans cette région-là des milliers de mégalithes en utilisant cette géométrie, parce que justement ça correspond à l'endroit où sur Terre, lorsque le soleil se lève, au solstice, il va dessiner au sol naturellement la diagonale d'un rectangle de 3 par 4. Et il y a en Bretagne un quadrilatère exactement proportionné de 3 sur un côté, 4 sur le côté est-ouest et 5 sur la diagonale. Et ce quadrilatère, il est orienté exactement comme le rectangle que vous avez ici.
Donc on a énormément d'indices qui montrent qu'on a relié l'astronomie à des principes géométriques. Alors bien sûr, la question qu'on se pose, mais c'est comment ils faisaient? Parce qu'effectivement, ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais il faut savoir qu'on est capable de comprendre ça que depuis qu'on a Google Earth. C'est-à-dire que pendant des années, on a étudié les monuments, on a compris qu'il y avait peut-être des visées solaires, mais pour percevoir qu'il y avait cette finesse de la géométrie, ça n'a été possible que depuis qu'on utilise Google Earth. Avant, quand on est sur le terrain, avec des théodolites, avec des appareils de mesure, en fait, on n'arrivait pas à voir suffisamment loin, il y avait des arbres qui pouvaient gêner, enfin, on n'arrivait pas à percevoir ça. On peut le faire que depuis qu'on a cette possibilité-là. D'ailleurs, ce triangle, ce principe-là, on va le retrouver en Égypte également, dans la région de Karnak, toujours, dans le sud de l'Égypte. Ici, vous avez un temple, et celui-ci est aussi orienté sur la diagonale d'un rectangle de 3 par 4. On va voir, toujours dans le même secteur, à quelques kilomètres, un autre temple qui est très peu connu, donc je n'ai pas le nom en tête. Et celui-ci, il est intéressant aussi, il est orienté sur la diagonale d'un triple carré. Et la curiosité aussi, c'est qu'il fait 300 mètres de long. Ça serait intéressant de pouvoir vérifier la mesure exacte en allant sur place. Ça, c'est une mesure faite sur Google Earth qui mériterait vraiment d'être affinée. On va regarder une autre petite subtilité. Voici un autre temple, toujours dans la même région, dans le même secteur. Alors celui-ci, ce n'est pas l'orientation du temple qui repose sur le principe géométrique, c'est sa diagonale. C'est-à-dire qu'on a orienté le temple et on l'a dimensionné de manière à ce que sa diagonale nous indique le double carré est-ouest de cette manière-là. Donc ça, c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'orientation, parfois c'est la diagonale qui permet d'avoir la visée. C'est quelque chose qui est fréquent. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Sur un rectangle, on a ou on suit le côté, ou on suit la diagonale. On a deux directions possibles. Et puis, on va quitter le continent africain, on va aller vraiment de l'autre côté de l'océan cette fois-ci, on va se rendre donc au Chili. Au Chili, par exemple, il y a dans le désert, il y a ce qu'on appelle un énorme géoglyphe, qu'on appelle le géant de l'Akapama. C'est quelque chose qui fait environ 80 mètres de long. Et moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai voulu aller voir sur Google Earth, tout de suite j'ai voulu vérifier l'orientation, et tout de suite je me suis aperçu que le géant était orienté sur la diagonale d'un double carré. Alors ça, c'est des choses, on ne sait pas de quand ça date exactement, mais c'est une très grande coïncidence, j'oserais dire. Et continuons toujours sur ce continent-là, parce que je vous ai parlé du géant de l'Akapama, mais il y a au Pérou une cité très ancienne qu'on appelle la cité de Caral, qui a été dont le début, en fait, c'est avant les grandes pyramides d'Égypte officiellement, si on suit la chronologie. Et ce site-là se trouve dans un désert, dans le nord du Pérou. On y trouve des pierres dressées sur les places, comme vous avez ici sur la photo, mais également des pyramides qui sont pas forcément en très bon état. Mais il se trouve que toute la ville est orientée en fait sur la diagonale d'un double carré. Donc ici vous avez un temple, et si on suit en fait les fondations du temple, on s'aperçoit qu'il est orienté sur la diagonale d'un double carré. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là aussi, au moment du solstice, le soleil vient marquer exactement cette diagonale. Et ici, les gens qui ont construit ce site-là ont joué avec le relief environnant. C'est-à-dire que c'est possible, je vous ai dit que ça dépendait de la latitude sur la Terre, plus ou moins au nord, plus ou moins au sud. Il y a un autre facteur qui permet de corriger, c'est s'il y a une montagne devant, ça va retarder le lever de soleil. Ou ça va précipiter le coucher de soleil. Et donc ça, c'est aussi un paramètre qui fait qu'on peut du coup adapter la géométrie en fonction du lieu, mais également en fonction du relief qui va nous entourer. Et ici, en l'occurrence, ça fonctionne en tenant compte de la montagne qui va se trouver juste devant. Toujours au Pérou, on va voir un dernier site. C'est une cité qui est peu connue, au nord du Pérou. Et à cet endroit-là, en fait, on distingue des enceintes. Alors officiellement, cette cité se serait éteinte autour de l'an 1000 de notre ère, mais elle aurait été construite en réalité sur les restes d'une culture plus ancienne qui remonterait au moins à 1500 ans avant notre ère. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des enceintes géométriques, donc quand j'ai vu ça, j'ai voulu regarder un petit peu ce que ça donnait.
Donc je vous trace deux diagonales de deux des enceintes. J'aperçois que j'ai une diagonale qui marque un carré, et l'autre diagonale, un triple carré. L'autre enceinte ici, ce qu'on constate en fait si on étudie l'orientation des deux enceintes, c'est qu'elles sont orientées également sur deux triples carrés. Donc là aussi, de l'autre côté de l'océan Atlantique, on utilise le même principe géométrique pour orienter la ville. Ça repose sur des principes modulaires carrés. Et bien sûr, c'est toujours axé sur les axes cardinaux. Alors, on pourrait se dire qu'effectivement, orienter les choses sur le lever de soleil, c'est universel. Toutefois, choisir d'orienter en fonction de principes géométriques comme ça, c'est beaucoup plus difficile de dire que c'est un principe universel et c'est normal qu'on retrouve ça partout. Ça suppose quand même beaucoup plus de se dire qu'il y a eu à un moment donné une sorte de transmission d'un principe, d'une connaissance, d'un savoir-faire aussi, parce qu'il faut le faire. C'est pas si facile que ça à produire. Et je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais si on rentrait dans la mesure de ces systèmes géométriques, on se rendrait compte que ce sont les mêmes mesures, les mêmes systèmes de mesures qui sont employés. Et du coup, c'est quelque chose qui interpelle énormément, forcément, qui moi m'a beaucoup interpellé, et qui devrait interpeller, je dirais, notre façon de concevoir, de voir l'histoire, parce que ça suppose une connaissance et une relation entre des cultures dont, en théorie, on n'y voit aucun rapport. Et pourtant, on voit que ces cultures utilisent les mêmes principes, les mêmes unités de mesure. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment questionne. Et puis, bien sûr, la question qui vient, c'est pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Continuons un petit peu le tour du monde. On va aller au Cambodge. Alors, peut-être vous connaissez-vous la fameuse cité de Angkor Wat. Il y a des quantités de monuments dans cette forêt cambodgienne sur des centaines de kilomètres. Et un site connu, c'est Angkor Wat, il y a Angkor Thom, on verra qu'il y en a d'autres. Et là aussi, on découvre les mêmes principes géométriques. Donc ici, par exemple, j'ai la cité d'Angkor Wat, ce qu'on vient de voir en photo, c'est ici. Et à proximité se trouve un immense bassin qui a été construit. Et ce bassin, déjà, on constate qu'il est orienté est-ouest. Et il se trouve que ce bassin, il est orienté est-ouest, mais en plus, c'est un quadruple carré. Et quand je rejoins le centre du bassin à la ville d'Angkor Wat, j'ai un triple carré. Donc on retrouve le même principe d'organisation de l'espace. On va zoomer un petit peu sur cette cité, parce que juste au-dessus d'Angkor Wat, il y a un autre rectangle qu'on aperçoit un petit peu ici. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle Angkor Thom. Et donc, il y a également ici un autre temple, et donc on va aller voir en zoomant un petit peu. Donc voilà, j'ai zoomé un petit peu. Ici, j'ai tracé une ligne entre Angkor Wat et le temple qu'on a sur Angkor Thom. À gauche, vous apercevez donc le lac, l'immense bassin. Et là aussi, on a un système de triple carré pour rejoindre géométriquement ces deux lieux. Dans cette forêt cambodgienne, 100 km à l'est, il y a une autre cité qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est la même, à part que cette autre cité, qui s'appelle, je crois, Prasat Bakan, elle est 100 km à l'est, et elle n'est pas orientée est-ouest. Il y a une orientation qui, a priori, ne nous indique rien. Au centre de cette enceinte, vous apercevez peut-être ici, il y a un rectangle, là, et quand je zoome dessus, je m'aperçois que la diagonale de ce rectangle s'est orientée sur un double carré, nord-sud. Bref, pour l'instant, on fait un sacré tour du monde et partout où on va, on constate ces principes-là. Alors, on va terminer le tour du monde à un endroit qui est vraiment perdu dans l'océan Pacifique, l'île de Pâques. Vous connaissez sûrement l'île de Pâques avec les Moaïs. Pourquoi retrouver, il y a à peu près je crois que c'est 1042 Moaïs qui sont répertoriés là-bas, érigés sur tout le contour de l'île. Et bien sûr, ça suscite beaucoup de questions, cette histoire des Moaïs sur l'île de Pâques. Pourquoi avoir construit tout ça là-bas? Où sont passés les gens qui ont fait ça? Moi, je n'ai pas forcément les réponses. Par contre, on peut s'intéresser un petit peu à cette île. Parce que cette île, en fait, elle s'est créée d'un point de vue géologique, d'après les géologues. C'est l'éruption de 3 volcans qui sont marqués ici.
Et ces 3 volcans, en fait, ont fait naître cette île-là. Et la curiosité, c'est que ces 3 volcans, en fait, ils forment un triangle, mais je ne vais pas vous expliquer forcément ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que les 2 volcans qui sont en bas, en fait, ils indiquent exactement l'axe solsticial à cette latitude. Alors, c'est quelque chose qui s'est sûrement fait par hasard. En revanche, là où on peut se poser la question, c'est peut-être pour ça qu'on a érigé des centaines de moailles à cet endroit-là, comme pour en faire une sorte de temple naturel, d'autant plus que ces moailles sont érigées tout autour de l'île et regardent vers le centre de l'île, nous indiquant de regarder l'île visiblement. Et bien sûr, cette diagonale, cette orientation, c'est celle d'un double carré, sur l'île de Pâques. On va y revenir un peu à l'île de Pâques à la fin, et juste avant, donc, je vais introduire un nouveau concept, parce que ce n'est pas seulement la géométrie qui a déterminé l'orientation. On a vu que c'était en fonction éventuellement du solstice ou de l'équinoxe, et puis je vous ai montré que ça pouvait aussi être des principes géométriques. Mais il y a d'autres principes, il y en a un autre que je vais introduire. C'est quelque chose que j'ai découvert ici dans la région, en fait. J'étudiais donc les mégalithes, et je me disais, c'est marrant, le système géométrique, il n'est pas tout à fait orienté sur le solstice. Il y a un décalage. Ça ne tombe pas le 21 juin. Et donc je cherchais à comprendre, et j'ai cherché avec un logiciel d'astronomie, voir à quelle date ça correspondait. Et j'ai effectivement vu qu'il y avait un décalage de quelques 25 jours, et donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc je reprends mon schéma de départ, où je suis un observateur de l'horizon qui observe les levées de soleil. Et la plupart des orientations sont soit sur l'équinoxe, l'est-ouest, soit sur les solstices, comme ceci. Donc l'exemple de Karnak, on l'a vu. Et puis, parfois, on oriente les choses sur un lever de soleil qui n'est pas le 21 juin. Et ce que j'avais constaté dans la région, c'est que le système mégalithique dans la région fonctionnait le 14 juillet. C'était orienté sur un lever de soleil le 14 juillet. Alors je me suis dit, c'est marrant, ça, le 14 juillet. Pourquoi le 14 juillet? Alors j'essayais de comprendre ça. Et puis, je savais que le 14 juillet, c'est le début du calendrier égyptien, par exemple. En Égypte, en fait, les Égyptiens avaient adopté un calendrier de 12 mois de 30 jours, ce qui leur faisait 360 jours, et puis ils rajoutaient 5 jours de fête, et ils démarraient ces 5 jours de fête le 14 juillet. C'est une curiosité assez intéressante, d'autant plus que les Mayas ont un calendrier identique. C'est-à-dire que les Mayas, également, démarraient leur calendrier à la mi-juillet. Ils divisaient en 12 mois également de 30 jours, plus 5 jours de fête. Ce qui est assez surprenant, de se dire que 2 peuples qui ne se connaissent pas, chacun de l'autre côté de l'océan, à des époques différentes, et adopter le même système, et démarrer leur année au même moment. Or, on va voir qu'en Égypte, si je me mets à la latitude de la Grande Pyramide, et que je regarde le soleil se coucher le 14 juillet, il va se coucher sur la diagonale d'un double carré, à la latitude de la Grande Pyramide. Une curiosité qui est assez surprenante, qu'on va creuser un peu plus. En blanc, ce qui apparaît, c'est le vrai axe du solstice. Donc l'axe solsticial, en fait, il est un peu plus grand. Ça donnerait une figure géométrique comme ceci. Alors, ce n'est pas un système de carré. Non, en fait, c'est un système de 8 par 15, et c'est un triangle de Pythagore en nombre entier, comme on a vu tout à l'heure, le 3, 4, 5. En réalité, ici, ça serait un triangle de 8, 15, 17. 3 nombres entiers. Maintenant, le 14 juillet, la question que je me suis posée, c'est d'essayer de comprendre si cette date-là est importante, pourquoi. Et donc je me suis dit, quelle est sa position dans l'année? Le 14 juillet, si on voulait trouver un point de départ universel à l'année, les anciens, ils choisissaient souvent le mois de mars. Il fut une époque où le début de l'année, c'était l'équinoxe de printemps. Et on en a des traces, puisque par exemple, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, septembre 7, octobre 8, novembre 9, décembre 10. À une époque, on faisait démarrer le calendrier non pas au 1er janvier, mais au moment du solstice, autour du 20 ou 21 mars. Donc, si je prends ça comme point de départ, si je prends comme point de départ de mon année l'équinoxe de printemps,
et que je mets à compter le nombre de jours qu'il y a entre l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et le 14 juillet. Et donc j'ai 115 jours entre le 21 mars et le 14 juillet, et environ 70 à 71 jours jusqu'à l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'entre les deux équinoxes, le 14 juillet va diviser les deux équinoxes. Et alors du coup, le rapport entre ces jours, c'est combien? Le rapport entre ces jours, là j'ai 1,619. Mais il faut savoir que nous, notre cycle astronomique, la Terre, elle fait un tour en 300, enfin, elle fait le tour du Soleil en 365 jours, 24, 22 et ainsi de suite. C'est pas un nombre entier. Et le fait que ce soit pas un nombre entier, ça introduit, nous, tous les 4 ans, on rajoute un jour de plus. Et en fait, si on intègre ce quart de jour en plus, on s'aperçoit que le rapport est encore plus précis. C'est-à-dire que le 14 juillet va diviser le temps entre les deux équinoxes en un rapport de 1 à 1,618, c'est-à-dire le nombre d'or, peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, c'est un nombre mathématique qui a une caractéristique unique. Et ça, c'est très curieux parce qu'on sait, par exemple, que ce nombre-là est employé dans l'architecture ancienne, même si officiellement, on ne reconnaît pas, on n'admet pas officiellement que les anciens avaient des connaissances aussi poussées en mathématiques. Enfin, moi, je l'admets volontiers. Donc, je vous le schématise. En fait, l'équinoxe de printemps, 14 juillet, équinoxe d'automne. Le 14 juillet vient diviser ce temps-là, suivant le rapport de 1 à 1,618. Et ce qui est important, c'est de préciser que c'est le jour le plus adapté, le 14 juillet. Il n'y a pas d'autre jour plus précis. En fait, comme on a un nombre de jours limité entre ces deux moments, on a 183 jours, on ne peut pas avoir une relation exacte. Pour ça, il faudrait avoir des milliers de jours pour pouvoir choisir le jour le plus précis possible. Et en fait, il n'y a pas de jour plus adapté que le 14 juillet. Si je prenais le 15 ou le 13, la relation est beaucoup moins précise. Donc c'est quelque chose d'assez curieux, qui fait se poser la question, c'est marrant, nous, notre révolution française, c'est le 14 juillet. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas choisi ça comme un clin d'œil? J'en sais rien. En tout cas, c'est amusant. Et donc on peut le vérifier avec un logiciel d'astronomie. Donc là, je vous mets un exemple, hein, c'est quelque chose qu'on trouve sur Internet. Et on peut s'amuser à régler la latitude, l'époque de l'érection des pyramides, c'est-à-dire il y a 4500 ans, sélectionner l'angle et s'apercevoir que ça se lève bien le 14 juillet, c'est ce qui s'affiche en bas du logiciel, 1407 moins 2500. Alors, on pourrait aller plus loin encore, parce que là, je vous ai parlé du 14 juillet, sa place entre les deux équinoxes. Mais si on regardait sa place par rapport à l'ensemble de l'année, si on finit le tour complet, non plus du 21 mars au 21 septembre, mais si on va faire du 21 mars jusqu'au de nouveau le 21 mars, et on regarde où se trouve le 14 juillet. Donc ça fait un schéma comme ceci, et le rapport entre les deux, c'est un rapport de 1 à 3, 14, 16. Là encore, il n'y a pas de jour plus précis pour obtenir ce rapport-là. Et moi, je pense que le 14 juillet est une date qui est choisie depuis très longtemps pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on observe, notamment en Égypte, l'emploi de ces nombres-là dans l'architecture. C'est pas écrit sur les hiéroglyphes 3, 14, 16 ou 618. C'est écrit dans la géométrie, dans l'architecture, mais c'est également visible, visiblement, si on étudie bien les choses, dans la façon dont ils ont implanté les monuments et dont ils ont divisé le temps. Donc on voit qu'en fait les monuments, ils sont orientés en fonction de plein de paramètres. C'est pas seulement juste le lever de soleil. On intègre certes un lever de soleil, mais on va intégrer de la géométrie, et ici on a intégré la notion du temps. Donc c'est une pensée qui est très subtile, qui n'est pas une pensée à laquelle on est habitué, parce qu'on regarde ça de haut souvent. Et quand j'ai l'occasion d'échanger avec des historiens ou archéologues sur ce sujet-là, ils ont beaucoup de mal à discuter de ça, parce que pour eux, c'est pas possible que les gens d'avant aient pu faire des choses pareilles. Alors je vais vous revenir rapidement sur l'île de Pâques, pour vous montrer aussi comment, sur cette île, on peut observer le même principe. Donc voici l'île de Pâques. Je vous ai dit que les 3 volcans en fait, qui formaient cette île, en fait, dessinaient un triangle. Et c'est vrai, on peut le vérifier. Le triangle, c'est un triangle qui est très précis. Alors j'ai marqué 20 km, bien sûr, c'est une valeur qui est approximative, mais je pense qu'en réalité, on n'est pas très loin de la vraie mesure. Et donc c'est un triangle isocèle, de 20 km, 12,36 sur l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est que 20 divisé par 12,36, ça nous fait le nombre d'or, 1,618. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la base du triangle, la partie qui fait 20 km, c'est l'axe du solstice. Donc je le retrace.
Donc là, j'ai tracé les deux axes solsticiaux si on partait du volcan qui se trouve donc ici. Si je me place ici en tant qu'observateur, eh ben, le 21 juin, je vais voir le soleil se coucher là, et le 21 décembre, je vais le voir se coucher ici. Toutefois, le 12 octobre, il va se coucher là, sur l'autre volcan. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ça, on le sait déjà, on l'a vu tout à l'heure. À cette latitude, le solstice va déterminer la diagonale d'un double carré. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ici, le 12 octobre, si je regarde de nouveau, comme je l'ai fait en Égypte, que je me mets à compter les jours, j'ai 112 à 113 jours entre le 21 juin et le 12 octobre. Et si je fais le calcul total jusqu'au 21 décembre, j'en ai environ 183. Le rapport entre les deux, c'est un rapport également de 1 à 1,618. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a construit sur l'île de Pâques tous ces moailles, qu'on a fait de ce lieu une sorte de temple naturel, parce qu'il avait des caractéristiques, on va dire, naturelles, particulières, qui avaient été très bien comprises par les gens d'avant. Alors bien sûr, waouh, c'est quand même assez... je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude d'entendre des choses comme ça, parce que c'est quand même peut-être très nouveau pour vous. Moi, j'y travaille depuis 5 ans, et ce qui m'a fait rentrer là-dedans, c'est justement qu'il y a eu des gens qui m'ont précédé, et qui avaient commencé, qui ont compris des choses comme ça. Et je me suis formé auprès d'eux pour creuser également avec eux, et on découvre en fait petit à petit cette espèce de façon de penser d'avant qui est extrêmement subtile. Et pour terminer, il y a un dernier élément que je n'ai pas montré. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les espaces sacrés anciens sont reliés à plusieurs principes. Donc, ce n'est pas un seul principe, c'est une pensée qui intègre beaucoup de choses. Donc, on l'a vu qu'on va choisir un lieu géographique, on va intégrer de la géométrie, on intègre de l'astronomie. Donc, intégrer l'astronomie, c'est intégrer le temps, en fait, hein, c'est intégrer la mesure du temps. Mais il y a un autre aspect qu'on intègre, c'est la mesure. Et moi, j'aime beaucoup la mesure, c'est quelque chose qui me passionne. Dans mon métier, c'était quelque chose dont j'avais beaucoup besoin. J'ai eu très souvent besoin de faire des mesures. J'ai utilisé beaucoup d'outils de mesure, que ce soit des mesures de distance, mais également des mesures de paramètres tels que la puissance, etc. J'ai toujours été passionné par la mesure. Je trouve que c'est quelque chose qui est objectif et qui nous aide parfois à faire le tri entre ce qu'on pourrait croire et... on va dire entre ce qu'on a envie de croire et ce qu'il y a réellement. Et la mesure, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne savais pas ça, mais en sumérien, ça m'a un peu touché, cette histoire, c'est qu'en sumérien, le mot mesure et le mot aimer s'écrit de la même façon, c'est la même écriture, c'est le même mot. Alors je me pose la question, l'amour est-elle la véritable mesure du monde? J'y médite. J'y médite. Alors en tout cas, pour terminer, on va revenir un tout petit peu en Égypte, et je vais vous expliquer quelque chose, alors j'espère que ça va être bien clair, c'est vraiment important de bien comprendre cet aspect-là. L'Égypte a été étudiée par les savants français sous Napoléon pour la première fois. Il y a eu une très grande étude de l'Égypte, où Napoléon s'est rendu en Égypte avec en fait, je crois, plus de 150 savants, et ils ont étudié l'Égypte sous toutes les coutures. Et ces savants étaient persuadés, en tout cas, que l'Égypte était la gardienne d'une grande connaissance, un peu d'un héritage important. Et parmi ces savants, il y en a quelques-uns qui ont constaté que là-bas, en Égypte, on utilisait une mesure qui était reliée à la mesure de la Terre. Alors aujourd'hui, on a complètement oublié cette idée, hein, si on discute avec des égyptologues, c'est une idée tout à fait, je dirais, hérétique. Mais ces savants, eux, en tout cas, avaient constaté que les monuments d'Égypte semblaient être reliés à la mesure de la Terre. Et alors, pour comprendre comment ils en sont arrivés à cette conclusion-là, il faut savoir que la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde, elle est légèrement aplatie. Et comme elle est légèrement aplatie, si je mesure 1 degré de méridien, donc 1 degré, si vous imaginez la Terre, on la divise en 360 degrés. Et si je mesure 1 degré, comme elle est aplatie, chaque degré va avoir une longueur différente. Donc plus je vais monter au nord, plus le degré va être long. Plus je vais descendre vers le sud, plus le degré va être court. L'écart n'est pas énorme, c'est un écart qui est très léger. Donc, on sait depuis très longtemps que la Terre, depuis très longtemps, on sait que les anciens utilisaient pour diviser un cercle un système en 360 degrés. Et aujourd'hui encore, on utilise ça sur nos GPS. Nos GPS utilisent ce système-là. Et même on divise les degrés en 60 minutes, puis 60 secondes. Et donc si on fait ça sur le tour de la Terre, si on divise le tour de la Terre par 360 degrés, puis par 60 minutes, puis par 60 secondes,
à la latitude de la Grande Pyramide, ça fait 30,8 mètres. Autrement dit, une seconde d'arc, c'est 30,8 mètres à la latitude de la Grande Pyramide. Maintenant, on va regarder comment ils ont introduit la mesure, comment ils ont relié la mesure à l'astronomie. Tout à l'heure, je vous ai montré que quand on est à la Grande Pyramide, l'axe solsticial, ce n'est pas un système modulaire carré, c'est un triangle nombre entier, c'est le triangle 8, 15, 17. Lorsqu'on est à Gizeh, en fait, le Soleil, si je me mettais à Gizeh, je regarde vers l'équinoxe ici, et je vais regarder vers le solstice comme ça. Voilà la figure géométrique qui détermine le solstice à la latitude de la Grande Pyramide. Or, en Égypte, on connaît une mesure qui est employée, qui a été retrouvée, c'est la coudée royale égyptienne, elle mesure 52,36 cm. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette figure géométrique, j'ai 8, 15 et 17, c'est des nombres que j'ai mis entiers, mais si je mets sur ces nombres-là la valeur de la seconde d'arc, c'est-à-dire de 30,8 mètres, qui correspond à la seconde d'arc à la latitude de Gizeh. Alors, 15 fois 30,8, 462 mètres. Ok. 8 fois 30,8, 246,2 mètres. Ces valeurs-là, vous n'avez pas besoin de les regarder. En revanche, sur le côté 17, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que 17 fois 30,8, ça fait 523,6, c'est-à-dire 1000 coudées royales égyptiennes. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a relié l'astronomie à la géométrie, la mesure du temps et une unité de mesure, qui est la coudée royale. Et ça permet de comprendre pourquoi la coudée royale mesure 523, enfin, pourquoi elle mesure 52,36 cm. Elle ne fonctionne qu'à cette latitude-là. Ce qui suppose bien sûr la connaissance de la mesure de la Terre. Et également d'avoir peut-être même pu déterminer la valeur à chaque méridien. Donc voilà, le dernier aspect que je voulais vous montrer, c'était vous montrer qu'également la mesure est intégrée dans le mode de pensée. Donc ça, c'est un peu plus compliqué déjà, hein, parce qu'il est quand même déjà 1h de l'après-midi. Donc voilà un petit peu cet aspect qui j'espère en tout cas a pu vous parler avec la géométrie, qui normalement saute aux yeux. Et donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous expliquer. Et je vous remercie de votre attention. Et puis, moi, je suis resté là encore un petit moment. Et, voilà.